bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour cette soirée exceptionnelle, nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir trois grandes personnalités du monde du coaching francophone. Et pour cela, je serai connecté avec Nefissa Karboul. Vous connaissez Nefissa. Nefissa est présidente de l'ICF Tunisie. Elle est également ambassadrice pour ICF Synergie pour l'ICF Tunisie. Nefissa répondra à vos questions et elle ira chercher des questions qu'elle nous proposera concernant justement cet after exceptionnel. À tout à l'heure, Nefissa. Alors, nos trois invités de ce soir. Tous les trois sont connectés depuis la France. C'est bien Non. ça. Ah, Alain Non, Cardon, je suis en Roumanie, là. Ah ben voilà, nous avons donc Alain Cardon qui se trouve en Roumanie et François Delivray, Vincent Lénart qui se trouve en France. Un grand merci, Vincent Lénart, un grand merci, Alain Cardon, un grand merci, François Delivray, d'avoir accepté notre invitation. Je ne vais pas les introduire, mes amis, comme je le ferai habituellement dans un webinaire classique. D'ailleurs, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Je me suis dit que pour ce moment exceptionnel, unique, je me devais de les introduire, en tout cas d'introduire nos invités, comme jamais personne l'aurait fait. Donc, je peux vous dire qu'ils sont tous les trois des pionniers du coaching francophone. Travailler avec eux, c'est vraiment une vraie partie de plaisir. Il y a toujours beaucoup de rire, ainsi que beaucoup d'humanité, de générosité, de bienveillance, et pas seulement pour nous en tant qu'organisateurs, mais aussi et surtout pour vous en tant que participants. Donc, du fond du cœur, Vincent, Alain et François, nous tenons au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie et également, je pense, aussi de la part de toutes les synergiennes et synergiens, un grand merci. Voilà. Alors, pour continuer cette introduction, tous les trois sont nés dans les années 40. Et j'ai même été chercher un peu plus loin. J'ai découvert que tous les trois sont nés en été, vers la fin de l'été. Et même en allant chercher plus de détails, si vous enlevez l'année de naissance, ils sont presque tous les trois nés dans le même mois. Oula. Voilà, donc ce sont pas mal de points communs qu'ils ont tous les trois. Alors, Il y a erreur. Nous avons donc trois dinosaures devant nous, des dinosaures de sagesse, d'expérience et d'âge aussi. Nous sommes entre nous, alors à notre aise, changeons donc le titre de cet after. Pourquoi pas proposer Jurassic Coach? Donc, bon, donc, comme j'aime bien voyager, ce soir, je vais être dans Jurassic Coach. Merci en tout cas de m'avoir écouté, cher pilier du coaching francophone. Comment allez-vous ce soir? C'est à vous, prenez la parole comme vous voulez. Vraiment, il y a à votre aise. Alors, sur les signes astrologiques, autrement dit les mois de naissance, je sais que Vincent, tu dois être plutôt Lion. Ouais. Alors que moi, je suis Poisson, donc c'est pas au milieu de l'été. Bah, quoi que ce soit en Algérie, il faisait chaud, mais c'était quand même le printemps. Alors, il y a des fausses informations sur tes réseaux sociaux. Ouais. Possible, fort possible. En tout cas, vous êtes dans les années 40 tous les trois. Oui. Ouais. Alors, par rapport à ça, moi, je suis bébé dinosaure parce que je suis de 49 quand même. J'ai failli passer à l'as. Vincent, c'est début des années 40, puisque tu disais que tu as 62 ans. 42, oui. 42, donc toi, tu as ouvert la décennie. Moi, je l'ai fermé, quoi. Ouais. En fait, si on parle des dinosaures, je ne suis pas tout à fait à la hauteur des deux autres, je crois. Je ne connais pas ton âge, François. J'ai 74 ans, je suis né en 47 et je suis du signe de la Vierge. Ah, Voilà. d'accord.
C'était le 23 ou le 21 septembre, je pense. 21 septembre, oui. Ah. Ouais. Limite, Mais hein, limite. avec le 13e décan, tu sais, il y a les 12 signes du zodiaque, puis il y en a un 13e, donc il faut repenser les dates. J'ai appris ça récemment, là, quand j'ai étudié l'histoire de l'exactitude des sciences. Donc les C'est le signes de la Vierge ne serpentaire. Hein. correspondent plus. Oui, c'est ça, Le voilà. 13e, c'est le serpentaire. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Triptolème qui a ces deux dragons, qui est l'un des prêtres de la déesse Déméter. Voilà. Alors, une question, moi, que je me suis posée quand j'ai vu que vous étiez tous les trois des années 40, je me suis dit, tous les participants ici qui nous suivent, et il y en a beaucoup, encore en live à cette heure-ci, on va leur lancer un sondage. À votre avis, les coachs, vous pensez qu'ils sont plutôt, est-ce qu'ils sont plutôt des années 40, nés dans les années 50, nés dans les années 60, dans les années 70, ou alors 80 et plus? On a des résultats déjà. Et nous allons voir ce qu'il en est. Alors, Voici donc les résultats. ouais. Ah non, tout de même, je suis surpris. Ah oui? Oui, parce que. Ah non, 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 c'est l'année de naissance, oui, 80. L'année Oui, de oui, non, naissance, d'accord. Non, oui. non, 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 ça va. Oui, oui, Donc, oui, oui. c'est-à-dire que c'est 38% à partir des années 60 et 69, 32% 70 à 79 et 13% 50-59, 7% Ça, ouais. de personnes nées dans les années 40 quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a que 10% des coachs qui sont des années 80 et après. Moi, je trouve que c'est assez juste, c'est-à-dire que les coachs confirmés que je connais, que je peux superviser, ils ont effectivement 50, 60 ans, ils ont dans ces âges-là. C'est tout de même exceptionnel de rencontrer des gens en dessous de moins de 35 ans. On en trouve bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Et des gens au-delà de 70 ans, je me souviens plus du sondage, mais enfin voilà. Donc je suis pas très surpris par ce sondage. Je crois que oui, je suis pas trop surpris, c'est-à-dire que beaucoup se posent la question autour de la quarantaine. Pourrait commencer à se former, donc c'est après les années 80, c'est avant les années 80. Enfin, ils ont 40 ans aujourd'hui, c'est le passage de la quarantaine, ils commencent à se former. Alors, il y en a qui commencent à se former plus tôt, mais c'est lié au passage. C'est des gens de la trentaine qui se disent je change de vie, ou de la quarantaine qui se disent je change de vie. Alors, beaucoup plus à 50 ans, en fait. Beaucoup plus à 50 ans. Et toi, Vincent, surpris Oui. ou pas? Non, 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 je rejoins mes petits camarades. Là, effectivement, c'est rarement avant 40 ans que les personnes se remettent vraiment en cause. Dans les formations que j'assure, oui, c'est l'âge moyen, c'est ça, c'est 45, 40, entre 40 et 50 ans, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Tout à En fait. tout cas, quand je vois vos années qui sont les années 40, et de mon côté, moi je suis 80 et plus, on est vraiment les moins représentés actuellement. Voilà, c'est ce que je remarque. Alors, je vous Ouais. propose d'échanger sur le passé, le présent et le futur du coaching. Ben, les synergiens, je vous invite à mettre vos questions dans le chat si vous en avez. Moi, j'ai une question. Ouais. Comment peut-on décrire les origines du coaching francophone? Oh, ça c'est Vincent, hein. Oui, c'est Vincent. Vas-y, Parce que Vincent. Hein. moi, je suis venu après. Moi, je suis coach depuis 2002. Vincent, il était en bon lion, il était en train de marquer son territoire bien avant. Moi, j'étais encore en train de naviguer dans d'autres trucs en bon poisson. Mais je suis un coach tardif par rapport à Vincent. Non mais attends, je vais parler à la place de Vincent parce que sans ça, sa modestie va être embêtée. L'origine du coaching francophone, c'est Vincent tout de même. Il faut dire les choses comme ça, quoi. Tu vois, c'est lui qui a lancé le truc. Bon, comme il avait lancé l'AT, c'est tout de même lui qui a créé la première école, qui a lancé le truc. C'est lui, quoi. Il y a pas photo. Hein. Ben, écoute, merci de cette reconnaissance, effectivement. Je peux répondre d'une façon très personnelle parce que, en fait,
la découverte du coaching est venue après la découverte de quelque chose qui était déjà du coaching sans en avoir le nom. L'expérience de l'organization development, si vous voulez, ça a été radical dans les années 73-74, hein, ce qui ne nous rajeunit pas, et où je suis rentré en contact avec Raphaël Benayoun, que vous avez connu, je pense, en tout cas tu as dû le connaître bien toi, Alain. Oui, moi j'ai connu. Ouais, eh bien il était à l'IDRH à l'époque et qui était vraiment le premier cabinet d'Audi. Et ça a été un émerveillement, quoi. Le premier article que j'ai lu, écrit par un des responsables, c'était Ribet, d'ailleurs, le président à l'époque, c'était de montrer que finalement, la communauté humaine, c'était ça qu'il fallait prendre en compte dans l'entreprise, quoi. Et de faire confiance, etc. À l'époque, bon, d'accord, je commençais à lire Rogers, je commençais mon travail de thérapie sur moi-même, je commençais à me former comme thérapeute, et je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est ça, enfin voilà. Et le terme de coaching n'était pas du tout présent. Il existait déjà, je pense, dans les milieux artistiques, notamment aux États-Unis, les coachs des acteurs, des choses comme ça. Il existait déjà de fait dans les milieux sportifs, notamment dans les milieux anglo-saxons. Ouais. Mais le terme ne s'appliquait pas du tout en entreprise. Et ouais. j'ai vécu jusque dans les années 80-85 le cloisonnement. Moi, je me suis très fortement investi dans mon propre travail thérapeutique et puis ensuite avec la rencontre avec Fourcade, qui avait fondé en 72 le Centre de développement du potentiel humain, qui était vraiment il y avait Tribu, il y avait un ou deux centres comme ça qui étaient très ouverts au développement du potentiel humain. Bon, avec le travail intégratif, corporel, émotionnel, etc., la gestalt. Bon, moi, la rencontre avec Fourcade m'a amené à lui dire, écoute, il y a l'analyse transactionnelle. Il m'a dit, oui, c'est intéressant. Lui, il était spécialiste plutôt de la bio, où il avait fait un très grand travail avant moi, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc, il m'a dit, bah, viens me rejoindre. Et donc, on a co-dirigé ensemble le Centre de développement du potentiel humain, mais je vivais douloureusement le fait, en même temps, d'intervenir en entreprise, hein, dans ces années-là, et de l'autre côté, faire le travail thérapeutique, c'était très cloisonné et avec une rivalité des deux côtés, une méfiance des deux côtés, avec d'un côté les psys qui disaient oh, les gens d'entreprise, c'est des mecs coincés, c'est horrible, ils sont avalés un parapluie par le bas, ils sont raides comme tout, et puis les gens d'entreprise qui se méfiaient des psys, c'était vraiment des gens qui avaient des problèmes, etc. Et moi, je me disais, mais non, il faut intégrer ça. Et c'est vraiment la rencontre, la fréquentation des milieux anglo-saxons en tant que membre de l'IGAA, parce que je me suis formé avec principalement Tevi Keller et puis Carlo Moiso dans les années 80, 80-85, et en même temps en étant très actif dans le ATA, hein, que j'ai rencontré au Danemark, en Angleterre. Et du coup, je me suis dit, mais coaching, quoi. Et il n'y a pas ça en France. Et du coup, je me suis dit, c'est comme ça, voilà, que petit à petit, je me suis dit, mais c'est ce à quoi j'aspire, unifier ces deux, décloisonner ces deux domaines qui doivent être intégrés, quoi, voilà. Donc, c'est comme ça que, voilà, petit à petit, je me suis dit, et puis j'ai fait le saut en 86, 87, 88 à dire, ben voilà, mais toute la formation que j'avais eue en AT, qui était une formation quand même très sophistiquée avec les processus d'examen, etc., une grande finesse d'analyse des jeux, des relations de groupe, etc., ce que n'avaient pas les bioénergéticiens, par exemple, vous voyez. Et je me suis dit, ben, moi, si je fais tu fais une formation, ce sera au moins cette qualité-là. Et puis, je me suis nourri de la dimension très hockey des transactionnalistes. Moi, en 75, à Villars, découvrir un groupe de transactionnalistes, il y avait Jacques Doucet, il y avait les Goulding, etc., de voir des gens qui étaient heureux, ensemble, tranquilles, etc., et qui avaient une culture plus forte que les animateurs du Club Med. Les animateurs du Club Med qui étaient là à Doudou, Poustanana et Moule Café, ils voyaient que nous, on s'en foutait complètement, on se tenait dans les bras, on se faisait des hugs et tout. Et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette culture de ces gens-là qui n'ont pas besoin de nous, animateurs? Ils disaient, mais on s'en fout de votre connerie de Poustanana et Moule Café, quoi. Il y avait une culture très forte. Et je me suis dit, mais j'étais paniqué, je doutais terriblement. Je me rappelle mes examens cliniques avec Raymond Osti, avec Michael Reddy de Londres, etc., avec les Américains. Je disais, mais ils sont OK, ces gens-là, c'est incroyable. Alors que moi, j'étais terrorisé, avait peur des examens et tout ça. Je me suis dit, oulala, si je fais quelque chose, je vais le faire avec cette culture
plutôt OK, plutôt, etc. Voilà, pour faire court. Enfin, excusez-moi, je suis un peu bavard, mais Oui, ça c'est vrai. On te connaît, Vincent. J'aime bien quand même. et malgré ça, je suis votre ami. Vous voyez, c'est quand même encourageant. Oui. Et dites-moi comment vous vous êtes croisés dans le temps, c'est-à-dire la première fois que vous vous êtes croisés, c'était il y a combien de temps? Et comment ça s'est passé? Alors là, je vais prendre la parole parce que Vincent, j'étais petit bébé en analyse transactionnelle, je connaissais rien, mais Vincent, c'est la première personne, j'étais sur les bancs d'école que j'ai vu en formation, je connaissais pas la formation en France, et c'était un stage en Normandie avec 2 personnes du groupe Accor. Oui, les 2 directeurs opérationnels, en 75. En 75. Et là, j'avais un autre boulot, je cherchais un boulot, mais finalement, ils ont décidé de me prendre, Vincent m'a embauché à mi-temps en septembre. Ça, c'était autour de mai ou quelque chose comme ça. Et c'est en 76 et ça a été le début de ma rentrée dans la formation avec l'analyse transactionnelle, etc. Donc là en fait, je me suis beaucoup formé à la formation, je me suis lancé assez vite. Après, pour moi, ça a été l'approche système, en fait, qui a vraiment bousculé mon cadre de référence parce que c'était moins parental, hiérarchique, moins psychologique, beaucoup plus dans la mouvance, etc. Et je me suis lancé dans l'accompagnement d'équipe avec l'approche système, ce qui fait que je suis venu au coaching naturellement aussi, mais par l'approche système et le travail en équipe. Mais en fait, avec Vincent, on a chacun suivi notre chemin à partir de 79-80. Exactement. Quelque chose comme ça. Mais, moi, je suis un bébé dinosaure, mais tiens, c'est comme dans la guerre des étoiles, là. C'est I am your father. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous écrit, Michel nous dit, Alors, bon oui. sang, ils avaient tous la vingtaine au moment de l'apogée des Stones et des Beatles, splendide. Alors François, tu voulais rajouter? Alors, oui, parce que c'est intéressant, parce que bon, ce passé, bien sûr, bon, on raconte notre histoire, mais en même temps, moi, ce que je trouve c'est intéressant, c'est de regarder les progressions et l'évolution de cette notion de coaching. Et ça m'amène à la fois à mon histoire personnelle, mais aussi à ce qui va peut-être toucher ici les participants. Moi, je suis rentré dans le coaching dans les années 90-2000. Et donc, je t'ai rencontré, Vincent, une semaine d'analyse transactionnelle. Et puis, bon, j'ai participé à la promotion 3, si j'ai bonne mémoire, de CT. Et Alain, en même temps, je lisais des tas de bouquins. Et moi, je t'ai découvert par ton bouquin Décider en équipe. Ouais. Voilà. Mais en plus, ici, tout de même, je t'avais rencontré une fois parce que je sortais de Gaz de France, je cherchais du boulot, mais tu m'avais tout de même fait comprendre, on avait eu un entretien, tu m'avais fait comprendre que bon, j'étais pas encore au niveau, quoi. Bon, tu te souviens Oui, pas? on cherchait des gens très avancés et toi, tu cherchais. Mais c'était pas mon cas. Alors, ce qui s'est passé dans les années 90-2000, c'est tout de même intéressant. Parce qu'il y avait, à l'époque, entre 90 et 95, il y avait pratiquement un seul pôle, une seule référence, c'était Vincent et Transformance. Et puis là-dessus, moi, en 95-96, on m'appelle, je ne sais pas pourquoi, mais on m'appelle pour fonder la Société française de coaching. Et là, je découvre stupéfait, qu'il y avait des conceptions du coaching qui étaient radicalement différentes de ce que j'avais appris. Et en particulier, je découvre des psychanalystes qui avaient, alors, bon, c'était vraiment le jour et la nuit. Et là, je me suis dit, mais alors, c'est quoi le coaching? Et donc, je me suis dit, bon, ce que j'ai appris, bon, etc. Et j'ai assisté, donc, à partir de ce moment-là, à ce que je pourrais appeler ça à alors on pourrait dire une floraison ou une multiplication d'approches et d'écoles qui ont commencé à partir de ces années-là, 95, 2000, et depuis, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que
Transformance, c'était tout seul en 90. En 90, il y en a, en 2000, il y avait peut-être, je sais pas, 5-7 écoles. Et puis maintenant, il y en a 100. Et avec des approches qui sont extrêmement différentes. Et donc, j'ai vécu ça et je me suis dit, mais où est? Qu'est-ce que c'est que le coaching finalement? Donc, je me suis dit, je vais prendre du recul, puis je vais étudier le truc. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon bouquin en 2002. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a eu, malgré tout, oui, et dans toutes ces approches, il y avait quelque chose de commun, une espèce d'esprit commun, de valeurs communes. Bon, mais c'est vrai que ça part dans tous les sens et le coaching s'intéresse s'intéresse à un peu tout. Puis alors, il y a eu aussi, il a commencé à y avoir les premières hérésies, si je pourrais dire. Enfin, moi j'appelle ça hérésie, mais il y avait tout de même, dès les années 2000, il y a eu des choses. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, moi je suis coach. Je lui ai dit, bon, mais à quoi, etc. Il m'avait dit, moi je suis coach parce que je me sens coach. Je lui dis, bon, d'accord, non, non, c'est ça qui compte le plus, je me sens coach. Alors, c'est vrai, bon, c'est important l'identité, mais c'est tout de même un peu court pour définir son métier. Moi, ça m'a foutu hors de moi. Et c'est pas possible. Il faut tout de même, ce métier a besoin d'être structuré. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Donc voilà. Et je me souviens aussi de Serge Eskenazi à l'époque, que tu as bien connu, Vincent, bon, qui me disait, mais il faut tirer le métier par le haut, faut tirer le métier vers le haut, parce que tu vas voir, ça va se déliter. Enfin voilà, quoi. Et en vous retournant sur votre parcours tous les trois, quelle est votre plus grande fierté en lien justement avec ce coaching francophone? Je laisse mes petits camarades répondre. Ouais, il va falloir réfléchir. Non, je sais, je peux répondre, mais j'attends. Ah, oui. Écoute, moi, ma plus grande fierté, c'est de m'être attaché à un domaine qui est l'aspect métier, professionnel, d'avoir, mais sur le tard, navigué un peu autour, mais tout de même de m'être toujours centré sur le métier et d'avoir réfléchi à bon, qu'est-ce que c'était, le comment procéder, et donc d'avoir approfondi ça. Je crois que c'est tout de même averti. Alors c'est vrai que je sais que ce livre est de beaucoup de gens et bon, j'en suis très très fier. Mais il y a un contentement. Je parlerai pas de fierté, mais il y a le contentement d'avoir participé à la naissance d'un métier. Et ça, c'est pas très très souvent. Voilà. Ça se jouera entre le lion et le poisson. Allez, vas-y Alain, si tu veux bien. Oh, moi, j'ai peur de répondre à côté de la plaque. C'est-à-dire que ma plus grande fierté, en fait, ça a été de suivre ma trajectoire à travers tout ça. C'est-à-dire en passant par l'analyse transactionnelle, l'approche système et le coaching, c'est comme si c'était des étapes. Je ne sais pas quelle sera la suivante ou s'il y en aura une suivante, mais comme si c'était une étape dans une trajectoire personnelle. Autrement dit, je ne suis pas trop préoccupé des autres cabinets de formation quand on était dans la formation, de conseil quand on était dans le conseil, et des autres cabinets de coaching quand je suis dans le coaching. J'ai l'impression d'être un peu dans mon univers, dans ma recherche, et vraiment à suivre mon fil, ce qui fait que j'ai du mal à parler d'une façon comparative des écoles, etc., sauf par oui-dire ou des trucs comme ça, mais je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas mon expérience. Alors, ma vision du coaching, en fait, elle est très, très large d'une certaine façon, c'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens disent « je suis coach » parce qu'ils se sentent coach. Autrement dit, c'est un mouvement. Et ce qu'ils disent par là, c'est je veux me mettre hors de la grosse machine qui broie, je veux mon propre métier, je veux être mon propre chef, je veux être indépendant, je veux m'occuper des gens, donc je suis coach nutritionniste ou coach yoga ou coach ceci. Donc c'est un peu une grande catégorie socio-culturelle, on pourrait dire, un mouvement. Et dans ce mouvement, il y a des éléments de plus ou moins structurés qu'on va hiérarchiser, avec les grandes fédérations qui ont formalisé, accompagné la formalisation du coaching, dont en France, on pourrait dire la SF Coach,
mais dont au niveau international, aujourd'hui, c'est un peu MCC, ICF, quoi. C'est des gros systèmes qui s'internationalisent. Et pour moi, l'ICF, bon, c'est le plus international. Je suis tombé dessus en premier, donc je suis ICF. Mais ça aurait pu être autrement parce que c'était simplement en suivant quelque chose que je sentais et en le faisant avant l'heure. Quand je dis je suis coach depuis 2002, j'ai passé mes examens en 2002. Mais en fait, comme beaucoup, on était dans cette mouvance, dans cette recherche. Et la catégorie pour le commun des mortels, c'est je suis coach. Mais c'est pas forcément le même métier que celui que font des coachs professionnels qui sont inscrits dans des trucs ICF, SF Coach, EMCC. Là, c'est le fer de lance, on pourrait dire, du vrai coaching, entre guillemets, selon nous, bien sûr. Mais je trouve que c'est une belle mosaïque. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins ce que vous dites. Enfin, évidemment, je raisonne au sens d'une résonance un peu différente, mais pour répondre à ta question, Yotis, pour ma part, j'ai plusieurs fiertés. La première, évidemment, c'est d'avoir, je peux le dire quand même, avoir été un rôle de fondateur, quoi. Et c'était la deuxième fois parce que en 75, quand j'ai rencontré l'analyse transactionnelle, n'existait pas en France. Eh ben, je me suis dit, alors que j'étais tout à fait incompétent, je me suis dit, il faut créer un organisme, et c'était l'IFAT. Bon. Et l'analyse transactionnelle, finalement, a eu un développement jusqu'aux années 2000 très, très important. Oui, très, très important. Il y a créé Transformation aussi. Transformation était une entreprise d'analyse transactionnelle. Transformation, c'est transactionnel formation, en fait. Alors, exactement. Et pendant 4 ans, on a été tous les deux ensemble, je me rappelle. Toi, bon, j'étais un peu en première ligne, et toi, tu étais dans une attitude un peu étonnante parce que tu disais pendant 3-4 ans, tu venais au séminaire, ça, tu disais rien. Et je me disais, mais tiens, comment ça se fait, etc. Mais tu as fait un travail de maturation qui fait que tu es parti, alors comme une flèche après, tu as écrit des bouquins et tu as fait même plus de bouquins que moi. Enfin, tu as vraiment fait une production profonde, très personnelle. Et moi, je t'ai entendu récemment quand tu as ta conférence sur le silence, tout ça, je me dis, qu'est-ce que c'est fantastique. Enfin, tu as vraiment mis ta personnalité. Je te retrouve bien dans ce que tu viens de dire de toi. C'était vraiment une sorte d'accomplissement personnel, vraiment l'exercice. C'est une recherche personnelle. Oui. Et le coaching. En profitant de ta multiculturalité, puisque tu parlais plusieurs langues, tu avais une expérience en tant que fils d'ambassadeur, tu as été vécu dans plusieurs pays, etc. Non, pas fils d'ambassadeur, il ne faut pas. Diplomate, non, ton père était diplomate. Non, même pas. Non, même pas. Ah bon, en tout cas, tu as vécu dans plusieurs pays. Tu as été en Égypte, aux États-Unis, etc. Enfin, il me semble, non? Oui, oui. Et donc, tu as vraiment vécu la multiculturalité et c'est une richesse tout à fait exceptionnelle. Et dans ce que j'entends aussi, toi, François, c'est que moi, je me rappelle, j'ai apprécié beaucoup d'être dans la relation avec toi et je t'ai proposé, viens enseigner avec moi. Et tu m'as dit, non, j'ai pas du tout envie de ça. 4 ans après, poum, tu sors un bouquin et tu Bougre. Il en a sorti beaucoup, hein. Il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est très bien. Parce et vraiment, je tiens à vous dire tous les deux, on a eu forcément des différences, etc. Mais on est resté toujours dans une relation courtoise et dans une relation profondément amicale, même si elle était distante. Il y a eu toujours ça, de part et d'autre, quoi. Voilà. Et donc, ma fierté, il y en a 3. La première fierté, c'est effectivement d'avoir joué un peu un rôle de fondateur, disons les choses, en 85, 86, 88. Bon, j'ai commencé à donner des normes au métier, quoi. Le fait d'exiger que les coachs qui se forment et qui deviennent coachs par la suite aient fait un travail thérapeutique. On n'était pas très nombreux au début et il a fallu attendre les années 95, 2000 pour que d'autres écoles se mettent vraiment à le faire. Bon, ça, c'est ma fierté. Tiens, il n'y a plus de… Il n'y a plus de quoi? Non, on te voit très bien. À mon avis, il y a juste un petit truc sur l'ordinateur. Je ne vois pas, pourtant, j'ai rien fait. Bon, mais reste descend, on te voit. On te voit. Non, mais j'ai eu peur qu'on soit d'être perdu. Alors, l'autre. Tu nous as encore fait un tour de magie, Vincent. Non. Je vais en faire tout à l'heure. Je vais vous en faire un, mais
Je vous On en a- prie. Vous allez voir que quand même. Alors, Bon, restons concentrés. Alors, je te laisse ça va terminer, venir, ça va Vincent. le deuxième fierté, c'est que ce métier a, je dirais, s'est placé assez vite, en tout cas moi, la façon dont j'ai voulu le vivre, je dirais dans une position un peu méta et qui soit finalement intégratif des autres métiers de relation d'aide. C'est-à-dire que pour moi, je pense que le coaching est à la limite, bon, c'est difficile de dire ça parce que, bon, mais il est plus complexe finalement que le métier thérapeutique parce qu'il doit intégrer des niveaux logiques, des niveaux de réalité beaucoup plus différents, beaucoup plus épars et de créer une unité dans tout ça. Vous voyez, entre la dimension psychologique profonde, la dimension de la sociologie des organisations, le management, etc., le business même aussi, etc. Bon, et d'intégrer finalement tout ça et finalement de trouver ces lettres de noblesse, si vous voulez, en accueillant dans son sein, si je puis dire, la problématique thérapeutique, la problématique du développement profond de la personne, et en développant les princes et les princesses, quoi, finalement, à travers tout ça, quoi. Et ça, pour moi, le coaching se trouve, comme je le disais tout à l'heure dans le webinaire, c'est un métier de frontière. Eh ben, nous avons, vous deux, tout ça, bien sûr, bien d'autres, mais moi, ma fierté, ça a été vraiment de reconnaître ces frontières et de les assumer. Voilà. Et ça, je pense que c'est un métier noble et je pense que le coaching tel qu'il est beaucoup quand même pratiqué, et disons souvent quand même un peu comme du fast-food, alors que nous, on est quand même, je crois, dans un niveau de qualité, de profondeur dont on peut être fier, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Puis on a quand même bien influencé l'esprit du coaching en France, avec des éclairages différents, venant de points différents, mais avec quelque chose de solide en fait, qui nous rassemble. Alors, c'est plus qu'en France. C'est plus qu'en France, c'est dans toute la francophonie. Des choses qui ont finalement servi à nourrir notre parole. Alors, en fait, un autre point commun que vous avez tous les trois, c'est que lorsqu'on pose la question au Québec, en Tunisie, que ce soit en Belgique, en France ou dans toute la francophonie, vous êtes trois noms que tout le monde connaît. Voilà, c'est un autre point. Donc, vous n'avez pas juste influencé les coachs de France, mais également dans toute la francophonie. Et je pense que ça, c'est important aussi de le souligner. Alors, on a parlé du passé, on va parler maintenant du présent. Et pour cela, je vais demander aux synergiens de poser des questions sur le présent, s'il vous plaît, parce que vous parliez du futur lorsque je posais des questions sur le passé. Maintenant, nous allons aller dans le présent. On va poser une question plutôt simple là. Quel est le livre qui aujourd'hui, ou en tout cas qui vous a aidé à être le coach que vous êtes aujourd'hui? Quel est ce livre qui vous a influencé ou qui vous a, ou plutôt même plusieurs livres, peu importe? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup Bah dans oui, je sais. Oui, il y a beaucoup. Vas-y, Alain ou François, allez-y. Ah, ça, c'est une question que tu Ah, nous mais tu nous poses. parles à nous? Ah ben oui, ah ben à qui d'autre? Vous en voyez d'autres ici? Quel est le livre Ah, je crois que tu qui nous posais a la le question. Quels sont les livres qui vous ont influencé et qui vous ont aidé à être le coach que vous êtes aujourd'hui? Oh, moi, je Ah. ne peux pas dire. Il y en a C'est trop. pas un hein. livre de coaching. Ah ben peu importe, hein, dites vraiment les Alors, livres, que ce soit de coaching ou alors les livres que vous avez lus des autres, donc dans le cas d'Alain, celui de François ou de Vincent que tu as lu, ou peu importe, mais donnez-nous des titres de livres. Oh non, moi, je suis incapable de répondre. Il y en a trop. Il y en a 2, trop. 3. moi, je peux répondre. Il y en a beaucoup, mais il y en a 3 ou 4 qui ont été déterminants. Le premier qui a été déterminant, ça a été le livre de Frankl, Le Dieu inconscient. Et ce livre-là a été une révélation parce que
Parce que c'est la première fois que je voyais dans la personnalité exceptionnelle de Viktor Frankl, donc un grand psychiatre, psychothérapeute juif qui avait traversé les camps de concentration, etc. Donc il faisait un témoignage unique, qui avait été disciple et proche de Freud, puis d'Adler, etc. De voir qu'il y avait une réconciliation possible entre la spiritualité et le travail thérapeutique. Et pour moi, c'était essentiel parce que c'est quelque chose qui était pas vraiment intégré pour moi. Voilà, bon, je développe pas. Donc, le Dieu inconscient et ensuite toute l'œuvre de Frankl que je continue de travailler. Actuellement, je me forme avec Georges Elias Sarfati depuis 1 an et demi et je travaille ça en profondeur, etc. Je développe pas. Le deuxième livre que je pense qui m'a le plus marqué, ça a été Rogers. Et ça a été le développement de la personne avec la posture de Rogers qui m'a d'autant plus frappé que moi j'ai passé quelques mois à l'université de Chicago et il y était comme prof à l'époque et je ne le savais pas. Ce n'est que 10 ans après que j'ai découvert que j'avais été presque dans le voisin pas de palier mais de bâtiment de Rogers et que Rogers disait cette chose extraordinaire. Moi qui suis professeur, etc., avec un bagage académique tout à fait impressionnant, je me rends compte que je n'ai jamais appris quelque chose à quelqu'un. Je me suis dit, alors là, ça m'a complètement bouleversé. Je me suis dit, enfin, un grand psy, un grand académique, enfin, quelqu'un qui a un vrai bagage académique, etc., qui reconnaît sa limite en tant qu'enseignant, accompagnateur, etc. Et du coup, derrière, il y avait Berne, il y avait toute cette idée-là. Enfin, si vous voulez, ça, c'était la deuxième rencontre. Et la troisième rencontre, je vous dis ça parce que j'y ai vraiment réfléchi. Actuellement, j'ai écrit là-dessus. Enfin, je ne rentre pas dans le détail. Ça a été la rencontre d'un livre qui n'est pas du tout de coaching, mais qui était le livre écrit par deux partenaires de McKinsey, Pascale et Athos. Et ce livre que j'ai lu dans les années 80 qui était « Le management est-il un art japonais ?» Et ces deux partenaires de McKinsey, donc des gens qui sont dans le business, il n'y a pas plus business que ça, montraient que par la comparaison magnifique qu'ils faisaient entre deux entités comme ITT d'un côté et Matsushita de l'autre, donc deux grands conglomérats, ils démontraient à quel point la culture managériale de ces entités était totalement ancrée dans une culture spirituelle. D'un côté, la culture zen pour Matsushita, et de l'autre côté, la culture WASP, White Anglo-Saxon Protestant pour ITT, et à quel point tous les fonctionnements venaient de cette source profonde. Ça m'a... Et en plus, il développait là-dedans, c'était dans les années 80, fin 80-90, toute une théorie sur l'autonomie. Et moi, je venais de sortir mes premières réflexions à partir de Catherine Seymour sur le développement des étapes de l'autonomie. Je me disais, mais ça veut dire qu'on peut, dans l'entreprise, intégrer la dimension spirituelle et la dimension psychologique, etc. Voilà. Donc, voilà les trois livres qui ont été les plus frappants. Après, il y a eu beaucoup. Il y a eu Yalom, il y a eu Schutz, il y a eu évidemment Rifkin, il y a eu etc., bien sûr. Hein. Alors moi, pendant que Vincent parlait, je réfléchissais, excuse-moi, je t'ai écouté un peu. Il y a un livre qui m'a énormément marqué, c'est le livre, on le connaît plus bien maintenant, le livre de Gail Sheehy, un livre américain qui s'appelle Passage. Et dans ce livre, cet auteur raconte ce qui se passe au milieu de la vie, qui est le choc existentiel quand on se rend compte que l'on est mortel et qu'on en tire les conséquences, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Et moi, j'en ai tiré profit, bien sûr, pour mon changement professionnel quand je suis passé de Gaz de France à mon nouveau métier. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui habite énormément de coachs ou de candidats coachs. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, on voyait le sondage sur les âges, les gens qui arrivent au milieu de la vie se disent, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment est-ce que ma vie peut avoir un sens? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser d'ici ma mort? Et il faut que je m'y mette maintenant. Ouais. Donc ce livre c'est l'âge de It's now or never. C'est maintenant ou jamais. Oui, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. La décennie de la dernière chance et des notions comme ça.
Et donc, c'est un livre qui m'a énormément marqué, non pas pour l'art du coaching ou autre, mais sur cette espèce de prise de conscience existentielle au milieu de la vie qu'il faut s'y mettre et qui, je crois, est très commune à beaucoup de personnes qui font du coaching. Voilà. Alors, en t'écoutant parler, Vincent, j'ai eu un titre qui est revenu quand tu as parlé de Rogers, qui est le titre du livre, c'est Don't Push the River. Et c'est une élève ou partenaire, je ne sais pas, de Rogers à l'époque, qui s'appelait Barry Stevens et qui a écrit un livre qui est tout en poésie, en expérience et tout, qui m'a vraiment, vraiment parlé, au point où souvent, maintenant, en tant que coach, je vais dire à quelqu'un, arrête de pousser la rivière, quoi. Parce que je veux dire, il y a des choses dans ce bouquin qui m'ont énormément marqué. Mais je pense que si je remonte vraiment à l'origine de ce qui m'a le plus marqué, c'est des livres des années 68. 68, je l'ai vécu à 18 ans aux États-Unis, en plein dans le ramdam américain, de la révolution hippie, New Age, etc. Et tous ces bouquins, je les ai dévorés, quoi. Ça m'a formaté à l'époque. En plus, en vivant dans la situation. Donc, de venir ensuite à l'analyse transactionnelle et au coaching, c'était une façon de continuer ce qui m'avait, ce qui était réveillé aux États-Unis à cette époque-là. Et je dirais aujourd'hui, à la limite, je suis toujours sur cette même trajectoire qui a été réveillée dans ces années-là, avec tous les écrivains de cette époque qui vraiment sortaient des clous complètement. Oui, mais Alain, moi j'ai un souvenir très important de toi qui a été formateur pour moi, c'est tes propos sur l'anthropologie. Tu vois, Ouais. et tu t'es très souvent positionné comme coach et comme thérapeute avec l'idée, mais en fait, je regarde la tribu dans laquelle j'arrive comme un anthropologue, elle est déjà vivante. Et donc, je vois qu'est-ce qui anime cette vie, tu vois. Et, oui, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as parlé de ça. ouais. Ben ça m'a beaucoup. Il y a beaucoup de phrases de ta part qui m'ont nourri comme ça, tu vois. Je me suis dit, c'est très Mais ma profond. formation d'anthropologue, ça c'était la même époque aux Mais États-Unis. oui, mais oui. Et dans la linguistique, et en fait, un anthropologue est un coach, c'est-à-dire quand il rencontre une Exactement. culture, il ne cherche pas à la changer. Il veut Voilà. comprendre sa cohérence et Voilà. l'apprécier dans ce qu'elle est. Oui, il fait de l'appreciative inquiry aussi, on pourrait dire. Mais il cherche à se comprendre par une autre culture, quoi. Si on comprend une dizaine de cultures, mais vraiment profondément, on arrive à l'essence de l'homme, quoi. Oui. Alors, une autre question. Quel est le trait de votre caractère qui vous est le plus utile en coaching? Ah, oh, la bonne question. La bonne question. Oh, c'est difficile parce que. Allez, vas-y, François, shoot. Non, écoute, je crois que mon trait de caractère, c'est je sais pas, c'est ma capacité à sauter d'un modèle à l'autre, d'une représentation à l'autre, et ensuite, à un moment donné, lac, j'y vais. Je fais beaucoup ça en supervision. Donc, il y a une espèce, excusez-moi, mais une espèce d'intelligence des choses, de ce qui se passe, etc. Puis en même temps, de l'aspect conceptuel, tout ça mouline dans la tête parce que j'ai beaucoup travaillé. Et puis, à un moment donné, il faut que je choisisse. Et là, j'y vais parce qu'il faut que le client avance. Je crois que c'est un trait de caractère qui est cet aspect à la fois bon créatif, c'est à la fois mon côté ingénieur et mon côté artiste, et dont je me sers à ce moment-là en séance. Je pense que c'est ça. Moi, te connaissant, François, il y a vraiment le côté sculpteur, conteur, comédien, etc., qui est vraiment le signe d'une sensibilité extrême, quoi, qui Oui, ça est c'est au vrai. cœur de Oui, tout ça. oui. Hein. Merci, oui. Ah non, mais je le pense sincèrement. Hein, j'apprécie beaucoup chez toi. Hein. D'ailleurs, il nous a fait un très bel exercice pré-webinaire, François,
C'était avec une très belle mise en scène, c'était super. Ah oui, oui, c'est un comédien, un metteur en scène, un conteur extraordinaire. Merci. Alors, et pour les deux autres? Oui, allez-y hein, maintenant, parce que Vas-y, Ah ben, Vincent, il faut dis-moi, mouiller, hein. chuter. Vincent, finalement, tu nous connais bien, alors réponds pour nous, parce que Ah, alors, moi, je peux pour toi, Alain? allez, vas-y. Eh ben, il y a une qualité qui est parfois pas très facile à vivre dans la relation avec Alain, mais il s'améliore avec le temps. C'est que il y a un fond rebelle terrible, et donc il est extrêmement confrontant. Mais cette confrontation parfois peut être difficile à supporter, mais c'est le signe d'une goût de la vérité, d'une authenticité fantastique. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait pas de cadeaux, quoi, mais au sens positif du terme, quoi. Et moi, je les vois, je l'ai toujours vécu. Ça a été même parfois difficile parce que quand j'ai invité souvent Alain à faire des journées d'enseignement, j'en prenais plein ma tronche à chaque fois. Il montait les gens contre moi et tout ça. Donc, Mais non, c'est par amour, Vincent. et oui, c'est l'amour qui châtie, qui fait mal, qui tape. Bon. Mais je l'ai très bien conçu comme ça, mais des fois, c'était un peu difficile. Et je trouve que c'est une qualité qui vient d'un souci de vérité et d'authenticité et qui fait que tu es quelqu'un de très confrontant au sens, quelqu'un qui, si je puis me permettre, une comparaison que je n'aurais pas imaginée, mais qui vient maintenant. Les gens, pour moi, il y a une personnalité qui m'a énormément marqué dans ma vie profonde, ma vie spirituelle, etc. C'est le curé d'Ars. Et le curé d'Ars, c'est un petit curé qui payait pas de mine, etc. Mais les gens faisaient la queue et venaient de très loin et attendaient plusieurs jours pour être confessés par le curé d'Ars. Pourquoi? Parce qu'il leur faisait pas de cadeaux. Il allait vraiment nettoyer leur âme, vous voyez. Eh ben, tu as cette qualité-là, voilà. D'accord. Si je peux rajouter, je me dirais que c'est la confrontation bienveillante en plus. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vis moi avec Alain. Et franchement, Je dans suis tous les beaucoup trois. plus indulgent envers moi-même. J'utiliserai pas du tout ces mots-là. Alors, il y a plus qu'à Vincent alors. Donc, Oui. qui va s'occuper de Vincent? Est-ce que c'est Vincent lui-même ou c'est les deux autres? Je peux m'occuper de Vincent. Euh, il y a chez toi, Vincent, de ce que j'ai vu, il y a une force, c'est le mot de force que j'emploierais. Il y a une force qui peut être liée à ton côté charismatique, bon, bon, que je pressens assez fort chez toi, mais qui va au-delà, parce qu'il y a aussi bon, bien sûr, tout ton professionnalisme et l'utilisation des outils. Donc, moi, je t'ai vu agir avec des personnes et tu es capable d'une grande force, on pourrait appeler la puissance. Alors, bon, je ne sais pas s'il y a des fois ça tombe à plat, parce que tu dois aussi avoir, comme toujours, nos points forts, mais en même temps, sur la façon d'accompagner les gens, de ce que j'ai vu de toi, c'est à certains moments, bon, il y a vraiment une grande puissance. Tu vois? Merci beaucoup. Compris. Je dirais Ouais. aussi, dans ce sens-là, qu'on a quelque chose qui se ressemble. C'est-à-dire que je me souviens que des moments où tu m'as vraiment très fortement confronté aussi. Ouais. Et que, en fait, c'était salutaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a tous les deux besoin de ça et donc on sait le faire. Alors, en même temps, à bon escient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on balance partout. Mais Ouais. quand c'est nécessaire, quand il y a vraiment à ne pas lâcher, tu ne lâches pas, j'ai l'impression. Et en disant ça, j'ai l'impression de parler de moi. Je trouve qu'on se ressemble sur ce point. Oui. Sûrement, oui, oui, Alors, tu vois, en même temps, là, on a parlé de nos points forts, de nos qualités, mais moi, ce dont je me rends compte avec l'âge qui avance et la seniorité, c'est que derrière, il y a la zone d'ombre et il y a l'hubris qui va être de l'autre côté et auquel il faut qu'on soit de plus en plus vigilant avec l'âge. Parce qu'on peut facilement s'imaginer que c'est arrivé, qu'on est là, on est des figures légendaires, d'accord, mais en oui. même temps, bon, ça peut aussi arriver qu'on se recasse la gueule, hein. Et Ben oui. donc, ce qui est nos forces à chacun,
moi, je fais attention, hein. Je fais attention, hein. Ouais, tout à fait. Mais écoute, tu as raison de nous rappeler qu'il faut faire attention et je suis tout à fait d'accord. Si tu voulais dire quelque chose, Alain? Non, j'allais rebondir sur un mot que tu as utilisé, en fait, François, qui était intelligence. Et intelligence, je ne sais pas à quoi tu l'utilisais, mais tu as glissé sur ce mot. Et intelligence, ça veut dire savoir lire entre les choses. Oui, c'est C'est ça, la c'est ça, c'est la ça. lecture entre les choses, entre ce qui se passe dans la situation. C'est-à-dire que c'est ta capacité à quelque part attendre jusqu'à ce que tu vois à travers. Autrement dit, c'est pas regarder les entités, ce qui est apparent, mais de lire tout ce qui se passe entre. Et je trouve Oui, que tout à fait. là, il y a quelque chose qui nous ressemble. Je te connais pas, hein, François. J'aurais Oui, on aimé se connaît pas beaucoup. plus que ça. Mais j'ai l'impression quand tu dis que tu sautes à un truc à un autre jusqu'à ce que tu vois clair et là tu y vas, c'est d'attendre, de saisir ce qui se passe entre. Et ça, c'est plus important que ce qui est apparent. Ouais. Yotis. Passons donc au futur. Bon, ben, je pourrais pas dire ma qualité. Bon, alors mince alors. Ah, pardon, Ah, pardon. j'ai cru que j'ai entendu Ouais, tellement. c'est vrai, C'est Vincent, t'as rien François dit qui jusque-là, vas-y. Vas-y. Je pense qu'il y a un point dans lequel je me reconnais bien, c'est j'ai ce que je crois ce que on peut appeler le gut level. J'ai un moment donné, en thérapie notamment j'ai une très grande, enfin oui je peux le dire vraiment, j'ai accompagné probablement plus de 1000 personnes dans du travail de piscine d'eau chaude, hein. Donc c'est vraiment du travail régressif en profondeur et en général on va dans le nœud gordien du scénario de la personne. Et du coup, le travail que j'ai fait sur moi, sur le plan émotionnel, hein, régressif, très intense, m'a amené à être capable d'aller dans ce niveau de profondeur. Et ce qui se passe, c'est que je me fais confiance à ce moment-là. C'est-à-dire que quand je ressens profondément la chose, que je prends le temps de vérifier conceptuellement, tout ça, etc., et que ça revient pendant 2, 3 fois, etc., et à un moment donné, et là, on ne peut pas me raconter d'histoire. Comme tu l'as dit, justement, je lâche pas. Là, je lâche pas. Et je le vis dans des situations d'entreprise qui m'ont étonné avec des dirigeants de haut niveau. Je ne vais pas citer de noms, mais c'est des noms de gens importants. J'ai vécu ça et dans lequel je les ai confrontés à ce moment-là avec bienveillance, mais avec une fermeté. Et là, j'ai peur de personne. Il y a un moment donné, si je le ressens à ce niveau-là, le gars, il peut me raconter ce que veut. Je fais. Et là, je le vis dans la foi, en fait. Je le vis dans la foi. Ça, voilà, je peux dire. Alors, comment pensez-vous que le métier de coach va évoluer dans les prochaines années? Ah. Là, il y a des choses à dire. Ah ben oui. Tu te souviens, Vincent, j'avais fait une conférence, j'avais fait là-dessus, on m'avait posé la question, j'avais pris ma boule de cristal. Mais je me souviens, c'était très drôle, oui. On avait rigolé, hein. Et on n'a pas une à nous présenter. Alors, écoute, moi, j'ai peut-être commencé, je suis à la fois pessimiste et optimiste. Parce que, tu vois, notre métier, il est tout de même sujet, d'une part, à une ambiguïté fondamentale. Moi, quand je rencontre les gens, que je parle de coaching, ils me disent, t'es coach en quoi? Parce que pour les gens, on est coach en quelque chose. Et donc, alors que les coachs sportifs, d'habillement, etc., ils font sûrement du très bon travail, mais c'est tout de même pas notre métier. Et on utilise le même mot. Et donc, il y a déjà cette ambiguïté qu'il faut qu'on assume parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ça, c'est tout de même, bon, je trouve que c'est tout de même embêtant. Et puis, mon pessimisme, il vient aussi du fait que je retrouve des dérives que j'avais connues en 2000, par exemple au niveau des concepts et outils, où il y a des gens qui les décrivent en disant mais non, on n'en a pas besoin, il faut qu'on s'écarte de ça, c'est nous, notre intuition. Et donc il y a un extrême et puis il y en a un autre au contraire où il y a des gens qui vont dans le mécanique, dans les questionnaires, bon, et parfois dans des cabinets qui exigent des coachs qui s'inscrivent dans des clous, et surtout des fois avec le développement d'Internet. Donc moi je trouve qu'il y a des risques.
Et puis, il y a mon gros point d'interrogation sur le coaching de vie, parce que je suis très dubitatif tant que c'est pas un métier qui aura été théorisé, conceptualisé. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça va? Bon, est-ce qu'il y a des risques? Et donc, je me questionne vraiment. Donc, ça, c'est mon côté pessimiste. Et puis, il y a le côté optimiste qui est que je rencontre énormément tout de même de coachs, enfin énormément, je rencontre beaucoup qui ont envie de faire le métier sérieusement. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça c'est quelque chose de formidable. Donc, bien sûr, il y a les gens qui se font qui cherchent à faire du coaching business, mais il y en a tout de même qui cherchent à faire leur métier sérieusement. Et puis, c'est un métier où, c'est vrai, on parle beaucoup, on discute beaucoup, il y a des associations, il y a un truc comme tu fais, Yotis, avec UCF Synergie, moi, je trouve ça génial. C'est vrai que tu prends les sujets, moi, j'ai été voir tous les sujets enfin pas tous, mais voilà, psychologie positive, intelligence artificielle, énéagramme. Donc, tu dis, bon, c'est un tas de trucs, bon. Et donc, ça discute, ça s'enrichit. Nous sommes dans un milieu qui a envie de s'enrichir. Et ça, je trouve, ça peut donner confiance, mais en même temps, il y a des points sur lesquels il faut être vigilant. Donc, c'est comme ça que je vois l'avenir qui se relie beaucoup aussi au présent. Et puis, il y a le point d'interrogation de toutes ces personnes qui ont été formées, qui ont appris un tas de trucs, qui ont été formés dans des écoles qui devaient former des coachs professionnels. Et puis, il y a tout de même beaucoup de personnes qui en font pas, qui continuent leur métier. Donc, c'est très bien pour elles, mais au niveau du coaching professionnel, ça pose tout de même un point d'interrogation sur les formations, les recrutements, etc. Voilà ce que je pense de l'avenir. Alors à toi, Alain, ou j'y vais, ou tu vas, comme tu veux. Moi, je peux rebondir là-dessus, mais si je réponds à un autre niveau en termes de développement du coaching sans se poser des questions internes du coaching, mais je trouve que le marché va de plus en plus vers du systémique. Et je trouve que le marché va de plus en plus vers de l'équipe et de l'organisation. Quand j'ai commencé, je me souviens d'une conférence sur le coaching d'équipe que j'ai fait à l'ICF en 2002. Il y en a qui rigolaient en disant ça n'existe pas, c'est de la connerie, le coaching d'équipe, etc. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que de plus en plus, tout le monde se rend compte qu'il faut faire évoluer les systèmes. De travailler sur les individus, ça ne change pas les systèmes, il faut que les systèmes suivent. Et que les grands ensembles gouvernants et professionnels culturellement ont un problème en tant que système et qu'il faut accompagner la transformation de système beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est la réponse formelle. Où va le coaching? J'ai l'impression qu'il y a une tendance dans ces sens-là. Alors, en ce qui concerne les peurs, j'ai l'impression que ça se filtre, c'est-à-dire que les gens qui viennent au coaching parce qu'ils veulent développer l'autre pour se développer et ils se développent pour développer l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une boucle de rétroaction entre leur développement personnel et le développement de leurs clients et ils s'explorent en explorant le métier. Bon, c'est des gens qui vont évoluer, qui vont aller de plus en plus loin et qui vont aller dans la noblesse du métier. Ceux qui y viennent parce qu'ils se disent c'est un gagne-pain comme un autre, je vais me faire du fric ou je sais pas quoi, ou ils rêvent, mais ils n'investissent pas sur eux-mêmes pour se développer, pour devenir bons, et je vais bien dire sur eux-mêmes, pas sur des concepts, c'est pas un trip intellectuel, c'est vraiment investir sur leur propre recherche et leur propre connaissance. Là, ils vont devenir bons, ils vont vraiment aboutir plus loin dans le métier, probablement gagner plus d'argent aussi, parce que le marché n'est pas bête. Il va pas garder les bons coachs, il va garder les mauvais coachs, il va garder les bons coachs, il va travailler avec les bons coachs et ça va se développer. Donc, je suis plutôt confiant sur la capacité du marché à vraiment booster les bons coachs, laisser un peu sur le côté ceux qui s'arrêtent à mi-chemin.
mais je crois qu'il y a un très bel avenir pour le coaching. On est en train de vivre une époque de transformation, mais extraordinaire et effrayante. Et il y a besoin d'accompagnement à tous les niveaux. Ça ne va pas s'arrêter là. On n'est pas sorti de l'auberge au niveau de ce qui se passe dans le monde. Le besoin de coaching n'est pas prêt à s'arrêter, ou quelque chose d'équivalent, quoi qu'on l'appelle. Ben, puisque vous me demandez de parler aussi. Oui, allez, vas-y, Vincent. Je crois que j'ai une petite inspiration que je voudrais partager avec vous. Pour moi, je partage exactement ce que tu dis, ce que vous dites tous les deux. Hein. Vraiment, tu pourrais dire les mêmes choses. Je vais le dire un peu différemment. Moi, j'ai conscience que le métier est en train de se développer d'une façon illimitée et exponentielle, avec les dérives, avec toutes sortes, etc. Mais mes référents principaux, il y en a 5. Il y a Rifkin, avec son livre sur Vers une civilisation de l'empathie, hein, une nouvelle conscience pour un monde en crise. Le livre anglais, c'est The Empathic Civilization, qui est pour moi un livre que j'ai lu il y a 6 ou 7 ans, qui a été fondamental. Il y a évidemment Yalom, hein, qui prolonge Frankl, avec cette idée clé de Yalom, qui est le lieu de la guérison, c'est la relation. Hein. Pour moi, c'est absolument clé, et évidemment pour l'entreprise tout particulièrement, mais pas seulement. Il y a Attali, et son livre qui m'a beaucoup frappé il y a 3-4 ans sur l'histoire de la modernité, où nous nous trouvons à un carrefour de plusieurs modernités. Après la modernité des Lumières qui s'éteignent, la post-modernité, l'hypermodernité, etc. Nous sommes des artisans de ce que moi, je reprends le terme d'altermodernité, si vous voulez. C'est probablement la voie de salut pour nous. Bon. Et puis, il y a évidemment, pour moi, qui synthétise tout ça, c'est Frankl, c'est-à-dire le besoin de sens, au niveau des personnes, au niveau de l'organisation. Et profondément, puisque je suis chrétien et que je suis très engagé, même très imparfait, hein, mais engagé, c'est Teilhard de Chardin. On va vers la noosphère. Moi, je suis en fait non pas dans la philosophie, je suis dans la sotériologie et je suis dans l'eschatologie. Je pense que nous sommes déjà dans l'éternité et que le coaching, dans la mesure où il nous permet d'améliorer nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu, avec la spiritualité, etc., eh bien, nous permet de nous unifier et de préparer le royaume. Et moi, mon sens, c'est ça. Le royaume est en cours. Et je suis confiant avec Teilhard de Chardin de ce que nous sommes en train de développer ça. Et pour moi, qui ai participé beaucoup au patronat chrétien, etc., et j'entendais dans des réunions où ils disaient tout s'écroule, ça fout le camp, etc. Je dis, mais attendez, vous êtes là pour identifier les craquements que nous vivons, mais les craquements qui sont des craquements d'espérance. Et nous sommes des porteurs d'espérance. Alors évidemment, il y a Comte Sponville qui dit qu'il ne veut pas l'espérance. Mais Comte Sponville, il dit l'éternité, c'est maintenant, hein, sur ces dernières phrases, etc. Eh bien, pour moi, c'est ça. Et moi, je vis ça. Et je vis dans mon métier de coaching des moments de Pentecôte. Et ce n'est pas des mots en l'air. Je le vis dans la relation. Je vis des moments où j'ai l'impression que ça me dépasse complètement, que l'Esprit Saint parle à l'autre et me parle à moi-même. Voilà, appelons-le comme on voudra. Et je ne suis pas prosélyte, vous me connaissez. Mais c'est ma foi profonde. Et je pense que nous vivons après le Covid, etc., une conscience de la mondialisation, une conscience planétaire qui est en train de se développer d'une façon terrifiante, comme tu dis, mais en même temps pleine d'espérance. Voilà. Et donc le coaching là-dedans va faire que tout le monde va faire du coaching, tout le monde va apprendre à gérer la relation, à apprendre dans les écoles, dans la famille, dans les associations, dans l'entreprise. Tout le monde est obligé, comme la prose sans le savoir, on est en train de la professionnaliser. Alors, en 95, j'ai écrit un article qu'il fallait un coach pour 50 habitants. On me rigolait au nez. Mais maintenant, ça se confirme. On est dans une société encore analphabète et on a besoin d'écrivains publics. Eh bien, nous sommes des écrivains publics de la société alphabète que nous sommes en train d'accompagner. Voilà. T'énerve pas. Pardon pour ton âge. Bon. Alors, avant que tu nous donnes le secret justement de ce tour de magie, nous allons continuer à aller vers le futur et nous allons accueillir une invitée.
Voilà. Alors, donc, cet invité est comme moi, né avant les débuts, en tout cas de vos débuts dans ce que vous avez fait pour le coaching. Alors, si on regarde l'anagramme de son nom, on peut dire qu'elle fait des liens de génie. Je vais donc aller chercher notre premier invité de ce soir, un petit instant. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, un instant. Donc, nous allons chercher les liens de génie. Le temps d'aller la chercher parce que je peux vous dire qu'il y a toujours beaucoup de monde connecté à cette heure-ci. Et voilà, plus qu'à activer la caméra et le micro. Et nous avons, je vous présente, la future présidente d'ICF France. Elle est actuellement présidente électe. Elle sera la plus jeune présidente ICF France. Elle a été notre oratrice de la semaine passée et nous a parlé de son livre. Voilà, libérer le génie de son hypersensibilité. Lien de génie, nous accueillons Lynn Gini. Bonsoir Lynn, comment vas-tu? Bonsoir Yotis, bonsoir les trois légendes et puis la dame de Vincent Lénart. Et puis bien sûr bonsoir à tous les synergiens qui nous regardent ce soir. Écoute, je vais très bien, je suis honorée d'être avec vous ce soir et même un peu émue d'être avec d'aussi grandes personnalités. Oula. Je pense que Lynn, tu as pu voir cet échange depuis le début. Tu es la future présidente donc d'ICF France, mais c'est pour parler d'un futur événement. Je te laisse introduire et en parler. Effectivement, merci Yotis d'ailleurs de nous offrir la parole sur cet événement à venir qui fait lien avec ce que vous avez abordé juste avant pour l'avenir de notre coaching et le présent. Il y a encore malheureusement trop de coachs qui ont du mal à vivre de leur business de coach. Ce qui fait que cette année, la J-Pro, la journée de professionnalisation organisée par ICF France et portée par l'antenne ICF Grand Est, sera sur le thème du développement du business de coach avec toute une journée en dématérialisé, online, dédiée à ce sujet avec 3 à 4 ateliers en simultané, ce qui fait que chaque inscrit peut choisir en fonction de là où il en est, du besoin qu'il éprouve sur ses 6 temps, un des 3 ou 4 ateliers. Et il y aura aussi 2 grandes conférences animées par Nathalie Ross et Catherine Tano. Super. Merci. Je pense qu'il y a un autre événement où peut-être que je vous avoue que j'essaie je suis un peu fatigué là, donc j'essaie de faire le lien avec toutes les infos. Je pense qu'il y a aussi un événement à la Leadership Team. Tout à fait, Yotis, tu es bien renseigné. On voit que les ambassadrices font leur job. En effet. Donc effectivement, aussi en lien avec ce que vous parliez sur notre présent, notre futur, nous allons avoir notre leadership team, c'est-à-dire notre réunion qui réunit les leaders de la fédération, les présidents d'antenne, les responsables de comités, commissions et les membres du CA, qui vont se réunir en décembre, le 15 décembre, pour travailler sur notre vision à 5 ans. Et pour ça, nous allons être accompagnés d'Alain Cardon, ici présent, qui déjà, on commence à travailler sur le sujet. Et effectivement, le côté confrontant, on a pu l'aborder dès cette première rencontre, mais c'est pour le mieux parce que, en tout cas, en tant qu'ancien contrôleur de gestion, j'aime cette approche systémique d'une part et aussi très structurante, qui pose des questions sur le processus, qui remet en question et qui nous permet vraiment de voir, au-delà de la vision d'identité qu'on souhaite définir, le processus à mettre en place pour pouvoir se donner les moyens d'aller vers. Donc, merci d'ailleurs, Alain. Alors, en tout cas, moi, je voulais féliciter Lynn pour ton élection parce que c'est tout frais, hein, ça s'est passé il y a quelques jours apparemment. Donc, vraiment, félicitations. Je suis certain que
tout le chapitre ICF France va bénéficier d'une excellente présidente avec des valeurs comme je te les connais et aussi énormément de créativité et de bonnes choses. Donc, bravo encore. Reste avec nous, hein, on va accueillir Nefissa Karboul qui va venir nous donner quelques petites infos de ce qui s'est passé pendant cet échange. Donc Nefissa, alors comment ça s'est passé? Comment ont réagi les synergiennes et synergiens là pendant cet échange? Bonsoir, bonsoir tout le monde, hein, bonsoir. Justement, on a eu énormément de questions, vraiment, hein, énormément de questions, beaucoup sur l'avenir. Hein, quel est pour vous l'avenir du coaching dans les 10 prochaines années, par exemple? Que pensez-vous aussi du coaching via Zoom? Beaucoup de félicitations également. Hein. Énormément, oui. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui réagit. Je peux vous dire que ça passe comme ça. Hein. Ouais, les gens sont très très contents, vraiment. Même quelqu'un qui dit je suis triste de devoir vous quitter. Oui. Donc, ce fut un excellent moment de rencontre. Merci, merci de tout cœur pour vos exemples et pour votre plaisir de vivre ce beau métier de coach. Je vous souhaite tout de bon. Donc, il y a eu vraiment énormément de commentaires. Alors, je peux vous dire que les gens sont encore connectés, ils ne veulent pas se déconnecter et ils ont raison parce qu'on a une info là à partager bientôt. Mais avant une info. Une autre info très importante, une info. Attention Alain, il est tard mais quand même. J'ai une écoute linguistique, hein, attention. Il ne faut pas m'envoyer vers des fous rires. En plus, tous les trois, vous êtes champions pour ça. Alors, partage ton info. Alors, donc, on va aller le chercher un instant. Voilà, il va pouvoir activer sa caméra et son micro. Donc, pour cet after qui marque la fin du marathon, je souhaite donc commencer par nos projets 2022. Il y a un anniversaire l'année prochaine, c'est les 5 ans d'ICF Synergie. Parmi ces projets, je vais laisser Stéphane Coulier, qui est ambassadeur d'ICF Synergie pour le Québec. Il fait aussi partie de l'aventure depuis le tout début. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment ensemble cette aventure d'ICF Synergie. Nefissa d'ailleurs aussi. Alors, il est responsable du pôle innovation et recherche et responsable du développement personnel des coachs d'ICF Québec. Ben Stéphane, il vient nous présenter un projet. Il va pas nous en dire beaucoup trop. Stéphane, que peux-tu nous dire pour réveiller la curiosité sur ce projet qui arrive? Bonsoir Yotis et bonsoir Lynn. Alors bonsoir aux 3 légendes ou aux 3 dinosaures, je ne sais pas comment vous appelez en fait. Hein. Il y en a des grands et des plus petits. Et bonsoir Nefissa. Dur de passer après tout ça, après ce moment de partage là, de pur bonheur. Alors évidemment Yotis, tu aimes les énigmes. Tu m'as dit il faut que tu en parles, mais il faut pas que tu en parles. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Ce qui est intéressant, c'est que le projet s'inscrit un petit peu dans la volonté d'ICF Synergie de participer quand même au professionnalisme et à la professionnalisation du métier, donc très en lien à ce que tu disais François tout à l'heure. Évidemment, ça fait partie aussi de la volonté d'ICF Synergie. Alors, mon énigme, en fait, je devais donner 3 mots comme autant d'indices sur le projet. Premier mot, c'est recherche. Deuxième mot, c'est oreille. Et troisième mot, c'est janvier 2022. Ah ouais, moi j'ai déjà compris. Hein. C'est normal, tu connais la réponse. Bon. Mais est-ce que tu as d'autres petits mots à nous rajouter ou d'autres choses? Bah écoute, l'objectif, c'est de proposer aux synergiens une autre façon d'avoir accès à du contenu sur le coaching, hein, d'aider à la professionnalisation et une autre opportunité de stimuler les petites cellules grises de tout le monde. C'est un peu ça notre ambition. Alors, si je comprends bien, donc pour les synergiens, il va se passer quelque chose bientôt et tu nous parles de 2022. Exact. Ça aura lieu en fait tous les dimanches à 10h de chaque mois. Donc les 3D. C'est toi qui as lancé le concept marketing. Hein. Les 3D, c'est pas moi. C'est toi qui trouves ces choses-là d'habitude. Oui, hein. C'est les derniers dimanches à 10h en 2022. Voilà. Il y a un rendez-vous pour avoir plus d'informations avant 2022. Oui, c'est le dimanche 12 décembre à 10h, donc DDD, mais on fera évidemment une communication là-dessus pour faire le teasing sur le lancement en janvier.
Merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé à ce moment. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer et pour terminer, Vincent, François, Alain, Lynn aussi, si tu as envie, qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous pensez de cette évolution d'ICF Synergie? Qu'est-ce que vous souhaitez aux synergiens pour 2022 ou par la suite? Voilà, je vous laisse vraiment dire ce que vraiment vous avez envie de partager. Et nous, on prend note pour qu'on puisse s'améliorer les années prochaines. Écoute, bien sûr, on peut toujours s'améliorer, mais continuer comme vous faites, je trouve que ça va. Oui, oui, continuez. Vous faites si bien ce que vous faites. Ah oui, c'est... Alors, je compte sur vous. Vous allez être créatifs, ça je sais. Vous allez nous sortir des surprises de tiroirs. On savait même pas qu'il y avait un meuble. C'est-à-dire, donc je m'attends à tout, mais continuez. C'est clair, oui. Ben moi, je voudrais dire que je découvre un peu, parce que j'étais un peu à distance jusqu'à présent d'ICF, non pas que j'étais contre, mais bon, j'étais occupé ailleurs, quoi. La rencontre avec toi, Yotis, je savais que mon cher Alain était déjà très actif depuis longtemps et même m'avait poussé, m'avait même sponsorisé à un moment donné en disant je vais te recommander, c'était il y a 4, 5 ans, 6 ans, je sais pas. Mais... Et finalement, bon, il y a trop de choses, donc c'est pas fait. Et là, je découvre depuis quelques mois avec toi, Yotis, une organisation, un travail, le travail que tu fais. Je dis ça, j'ai été dans 6 ou 7 institutions, j'ai été cofondateur, je ne l'ai pas dit, mais du syndicat national des praticiens en psychothérapie, j'étais à l'IFAD, j'étais à l'ETA, j'étais vice-président de l'ITA aussi, à un moment donné, j'en ai pas parlé, mais ça a été très important. Enfin, j'ai vécu toutes sortes de situations d'organisation. Et là, je suis impressionné par le travail que vous êtes en train de faire et tout particulièrement ce que tu as fait, Yotis. Voilà, je tiens à te le dire, c'est sincère, je ne suis pas à brosse à reluire, moi. Hein. Donc, tout ça, ça me paraît de très bon augure parce que ce que tu instaures à travers ça, c'est vraiment le vécu d'une institution. Moi, j'ai vécu, je ne citerai pas de nom ni d'institution ni de personne, mais il y a eu Manip et compagnie. Et à un moment donné, j'en avais un peu marre de tout ça aussi. Là, ce que tu fais, c'est de grande qualité. Voilà. Ouais. La qualité de ce que vous faites reflète très probablement la qualité de ce que vous êtes en tant qu'équipe. Ben, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à un résultat comme ça si derrière, vous n'avez pas fait le travail en interne. Et votre travail en interne se sent. Donc, vous délivrez de la qualité, c'est clair. Donc, vraiment, là, je rejoins Vincent tout à fait. Il n'y a pas de hasard. Vous avez fait un très beau travail et ça veut dire que derrière, il y a un très beau travail. Et on ne le voit pas, mais on sent que c'est là. Oui, et puis avec ce que j'apprécie aussi, c'est une spontanéité et une liberté que parfois les associations ont un peu plus de mal à faire et c'est normal. Mais avec ton tempérament aussi, Yotis, tu animes ça d'une façon légère et plaisante, gaie, quoi. Moi, je trouve ça remarquable, c'est vraiment bien. Il y a une combinaison de professionnalisme, c'est très sérieux, c'est très organisé, et de caring, tu vois, qui est rare. Voilà, vraiment, je souligne, hein, et c'est sincère ce que je dis. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, le caring, comment tu peux le traduire en français? Disons de gentillesse et de bienveillance, quoi, vraiment de prendre soin. Prendre soin, c'est ça, caring. Tu prends soin des personnes avec qui tu t'adresses et avec qui tu travailles. Et moi, je suis extrêmement sensible à ça et je suis dans l'admiration. Vraiment, je t'en remercie. Et merci de vous être exprimé parce que tout ce que vous avez dit résonne tout à fait par rapport à ce que je pense. On a une confiance totale dans ICF Synergie parce que justement, ils nous proposent sans arrêt, et du coup, ils continueront encore à l'avenir, à nous proposer des profils, comme les vôtres d'ailleurs, qui, vous dites, les animations sont de qualité, les intervenants sont géniaux, mais parce que derrière, l'équipe ICF Synergie est géniale. Et c'est exactement ce que je me disais ce soir en vous écoutant tous les trois, en écoutant la conférence de Vincent. Vous êtes exactement l'esprit ICF Synergie avec cette
qualité intellectuelle, mais aussi cette qualité relationnelle de cœur. On entre en connexion avec vous, les orateurs, mais aussi, comme vous l'avez dit, si ça se passe aussi bien, c'est parce qu'il y a une énorme connexion qui est faite grâce à ICF Synergie. Donc, ne changez rien, continuez comme vous êtes au top. Je vais rajouter, excusez-moi, je vais quand même la ramener encore une fois, mais Yotis, c'est toi qui as eu l'idée de nous rassembler tous les trois. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je trouve que c'est créatif, c'est généreux. Et tu as créé un moment unique. On n'a pas vécu ça depuis 20 ans, 30 ans, quoi, nous trois. Et pour moi, cette soirée était délicieuse d'échanger avec mes deux petits camarades comme ça, tu vois. De déconner avec les petits camarades. Je vais peut-être mettre une petite graine alors qui peut-être sera unique. Vincent, tu veux dire quelque chose d'autre? Mais oui, parce que tu nous as donné l'occasion de partager notre affection réciproque. C'est fantastique. C'est clair. Alors, une petite graine au cas où, un moment, lorsque je vous écoutais, je me suis dit, mais pourquoi ils n'écrivent pas tous les trois un livre sur ou l'histoire du coaching ou autre chose? Et je voulais aussi partager que Lynn, je crois vraiment, personnellement, et je pense que l'équipe aussi, que ce que les grands coachs qui sont ici ont partagé d'ICF Synergie, eh ben, c'est ce que tu représentes également, parce que je sais que tu es quelqu'un d'authentique, de très sensible, de créative. Et je suis certain que chez ICF France aussi, ils ont énormément de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Donc, on va terminer. Alors, Vincent, est-ce qu'on va apprendre les secrets de ce tour de magie finalement? Non, ça il n'y a pas de secret, c'est ineffable. Oh, le cabotin. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer si tu veux. Tu sais bien, toi, un artiste, François, comment tu expliques ton talent de conteur, hein, François, est-ce que tu as vu l'exercice pré-webinaire de Vincent? Non. Je vous conseille d'aller le voir, n'est-ce pas, Lynn? Tout à fait. Ouais. Et regardez tout le long jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ben, Alain, il a vu. Allez, prenez soin de vous. Je peux vous dire également que en effet, toute l'équipe d'ICF Synergie, on est vraiment une équipe dans laquelle on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup. Et avec vous aussi, que ce soit Lynn ou les grands coachs. Et je pense que ça aussi, c'est très important de s'amuser et de profiter. Prenez soin de vous toutes et tous. Et merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir jusque tard. On termine de cette manière-là. Prenez soin de vous et à très vite. François et Alain, bisous. Merci Vincent, merci Alain. Merci François, merci Alain, merci Vincent, merci Lynn, merci Nefissa, merci Stéphane et merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.